Bonjour et bienvenue sur la base aéronavale de Hyères, près de Toulon, pour ce journal de la Défense. L'aéronavale qui fête cette année son centenaire, un grand meeting aérien a eu lieu ici même à Hyères en juin dernier. Bonjour commandant. Bonjour. Alors une question très simple, quelle est la spécificité d'une base aéronavale par rapport à une base de l'armée de l'air? Écoutez, les gens qui travaillent sur cette base sont des marins, civils et militaires. Et les appareils, les hélicoptères, comme on a derrière nous, et les avions, appartiennent à la marine et travaillent à partir des bateaux. Ils décollent des bateaux, ils vont sur les bateaux, le porte-avions et au-dessus de la mer. Alors ça par exemple c'est un Super Frelon qui a été récemment retiré du service, je crois. Parfaitement, le Super Frelon a été retiré du service à la fin du mois d'avril cette année, après plus de 40 années de vol dans la marine, avec des équipages en Bretagne et en Méditerranée, qui ont sauvé plusieurs centaines de personnes. Donc un hélicoptère très symbolique. Je vous propose tout de suite de retracer un siècle d'histoire de l'aéronavale avec un portrait croisé de deux pilotes, un d'hier, un d'aujourd'hui. Dès le début, je voulais être pilote de chasse dans la marine. J'ai commencé d'ailleurs sur Super Étendard. Moi j'ai eu la chance effectivement de passer après sur Rafale. Au départ j'ai quand même commencé par le Super Étendard. Moi, mon rêve et ma vocation, enfin, c'était d'être sur des bateaux et pas du tout de me mettre à faire de l'aviation. Alors j'ai rouspété pendant un bon bout de temps, mais enfin j'ai quand même joué le jeu. J'ai trouvé ça d'ailleurs très passionnant. Je me souviens très bien de mon premier appontage de ma carrière, donc c'était aux États-Unis. Et puis je me souviens aussi de mon premier vol sur Super Étendard. En Super Étendard ou d'ailleurs en Rafale dans la marine, eh bien on est seul. Donc c'est forcément une petite charge émotionnelle et c'est toujours un moment important. Les pilotes de Rafale, maintenant, ils ont les moteurs, ils sont quelque part derrière. Eux, le pilote est en figure de proue. Il a une visibilité qui nous permet de se présenter en ligne droite. Nous étions le pilote se trouvait sur la moitié de l'avion, au milieu de l'avion. Hein, vous aviez un grand nez, un réservoir de pétrole, le cockpit, vous y étiez assis et l'autre moitié, elle était derrière. On va rien devant, autrement dit, il fallait arriver. Donc, sur le porte-avions, il fallait arriver en virage jusqu'à la fin finale. Alors, une fois que c'était fini, on avait le droit de baisser le nez pour voir qu'il y avait devant. Et on retirait sur le manche pour essayer d'accrocher un brin. Il y avait beaucoup d'accidents. Ce sont héritiers un peu de ce patrimoine. Le porte-avions, c'est une mécanique aujourd'hui bien rodée grâce au travail de nos prédécesseurs qui ont essuyé les plâtres. Parfois dans le sang. Voilà, on est conscient de tout ça et je pense qu'on sait d'où on vient. Et je suis à présent devant un hélicoptère Panthère qui vient de se poser. Il a été ravitaillé et il va à présent être conduit au hangar pour être mis en condition pour le prochain vol. Alors nous sommes ici au bord de la Méditerranée, à Toulon. Il y a ce qu'on appelle les plongeurs démineurs de la Marine nationale. Ils sont formés pour agir sous l'eau, mais ils peuvent aussi mener des missions sur terre. Nous les avons suivis. Reportage. Sur ce terrain militaire, au cœur de la région toulonnaise, le maître Rio s'apprête à désamorcer une bombe de 120 kg. Là, en fait, on a une fusée qui se trouve sur une bombe. Donc le but de la manip, en fait, c'est de pouvoir l'extraire en toute sécurité sans qu'elle ne vienne amorcer la bombe et la faire exploser. D'alerte 24 heures sur 24, durant l'été sur la côte méditerranéenne, des munitions de la Seconde Guerre mondiale, son unité en neutralise jusqu'à 3 par semaine. Pourtant, il n'appartient pas aux artificiers de l'armée de terre, mais au groupement des plongeurs démineurs de la marine. Il en existe 3 en France. Nous suivons les hommes du GPD de Toulon sur leur bâtiment base, le Pluton. Formés pour neutraliser tous les types d'explosifs, de la mine au colis piégé, leur spécialité peut les envoyer sur tous les terrains. Pendant des années, le plongeur démineur était très axé plongée, le milieu maritime. Aujourd'hui, les cours que les gens font sont interarmes. On va retrouver des plongeurs démineurs habillés en terrien en Afghanistan.
Ils n'auront pas leur palme, ils feront des missions de 4 mois, 6 mois avec les gens de l'armée de terre puisqu'ils ont la même formation. Et ils y vont en qualité de démineurs. Lorsqu'ils reviennent sur le territoire national, on les réentraîne à la plongée et ils reprennent leur capacité aquatique. Leur capacité aquatique, c'est leur faculté à plonger à 80 mètres de fond. Dans l'armée, seuls les plongeurs démineurs sont autorisés à descendre à de telles profondeurs. Une qualification unique qui multiplie leur domaine d'emploi sous l'eau. Elle s'entretient au prix d'un lourd entraînement, jusqu'à 300 plongées par an. Ils sont équipés d'appareils respiratoires silencieux et amagnétiques pour éviter le déclenchement des mines. 43 mètres, 10 minutes. Si demain on me demande d'envoyer des plongeurs sur expertise d'épave ou en temps de guerre, une recherche sur mine de combat à 80 mètres de profondeur, il faut qu'ils soient prêts. Et pour être prêts, il faut qu'ils plongent régulièrement et qu'ils s'entraînent. Mais en dehors des entraînements, les opérations se multiplient. L'année dernière, au profit de l'armée ou des pouvoirs publics, sur mer comme sur terre, les hommes du GPD ont réalisé plus de 85 missions. Alors ce que vous voyez là actuellement, c'est une manœuvre d'appontage sur un pont d'envol. Imaginez que ce tarmac soit le pont d'envol du Charles de Gaulle. Alors ces jeunes sortent à peine de l'école de Mousse. Ils seront affectés dans quelques temps sur des bâtiments. On poursuit ce journal. Une question simple. Savez-vous pourquoi les militaires défilent? Réponse tout de suite en images. L'ordre serré tient ses origines de nécessité tactique. Aujourd'hui, il sert surtout à montrer la cohésion au sein des armées. Lors de la préparation du défilé du 14 juillet, toutes les troupes doivent s'entraîner longuement pour parvenir à le maîtriser parfaitement. Pour les élèves des écoles militaires aussi, l'ordre serré nécessite beaucoup de pratique. Mais il faut d'abord apprendre les mouvements de base. Un exercice pas forcément évident pour ces élèves sous-officiers de l'armée de l'air qui assistent à leur tout premier cours d'ordre serré. Les premiers mouvements qu'on leur instruit, ce sont tout ce qui est donc le garde à vous, le repos, ainsi que le salut, et comment effectuer les rassemblements pour les compagnies ou pour les brigades. Pour les élèves qui sont incorporés, c'est essentiellement au départ, donc pour qu'ils puissent se déplacer donc, de bâtiment en bâtiment, pour aller en sport ou aux messes, tous les déplacements qu'ils vont avoir. Ils essaient de nous instaurer un esprit de cohésion, de réfléchir en groupe. Pour le moment, on a appris à marcher au pas qu'à danser. Au XXe siècle, l'ordre serré est principalement utilisé lors des grandes manifestations. Mais dans l'Antiquité, il s'agissait d'une véritable technique pour faire manœuvrer les hommes lors des combats. Cet ordre serré reprend du service, si j'ose dire, au Moyen-Âge et au XVIe siècle. Au début du XVIIe siècle, pendant la guerre de 30 ans, toutes les armées font usage de cet ordre serré. Et à la fin du XVIIe siècle, quand l'arme à feu commence à prendre le pas sur l'arme blanche et sur la pique notamment, l'ordre serré prend une importance particulière pour éviter le désordre pendant le combat et pour pouvoir confronter l'ennemi à une ligne de feu continue. À cette époque, on publiait même de nombreux manuels et ouvrages théoriques sur les différentes tactiques de l'ordre serré. Les jeunes élèves sous-officiers de l'armée de l'air devront encore pratiquer un peu pour parvenir à maîtriser parfaitement l'ordre serré. Avec l'espoir d'en faire peut-être la plus belle démonstration le 14 juillet lors du défilé sur les Champs-Élysées. Et vous voyez ici des panthères et des dauphins de la Marine nationale. Ce sont ces deux flottilles d'hélicoptères qui ont sauvé 273 personnes l'été dernier lors des inondations de Draguignan. Et tout de suite, d'autres informations en bref et en images. Les bases aériennes d'Istres et de Salon de Provence accueillaient cette année les 8e universités d'été de la Défense. Véritable Davos de la question militaire, les universités ont réuni 400 militaires, parlementaires et industriels. Outre les démonstrations en vol, comme chaque année, les universitaires invités par les commissions de défense de l'Assemblée nationale et du Sénat ont débattu pendant 2 jours des grandes problématiques de défense. Le thème de cette édition 2010, la transformation interarmée, interministérielle et internationale. Date historique pour la défense européenne, le 1er septembre dernier, le commandement européen de transport aérien voyait le jour.
Prévu depuis 10 ans, il vise à programmer et à conduire les missions de transport des opérations militaires de l'Union. Structure commune à l'Allemagne, à la France, aux Pays-Bas et à la Belgique, il peut faire appel à 170 appareils. Deuxième contributeur, avec 60 aéronefs, la France en prendra le commandement tous les 2 ans, en alternance avec l'Allemagne. Au centre de préparation des forces de Maï, la relève pour l'Afghanistan achève son entraînement. Un exercice auquel est venu assister le chef d'état-major des armées, l'amiral Édouard Guillot. Au centre de cet exercice, des scénarios ultra réalistes élaborés avec l'aide des officiers afghans et américains qui ont servi sur le terrain. Sous les ordres du général Hogar, les 2 bataillons qui participaient à la manœuvre rejoindront l'Afghanistan ces prochains mois. Gauche, on arrive à 8 en pied. Ferme et léger 30 à droite. Reçu, le 19. Et voici un simulateur de vol d'hélicoptère de type Dauphin. Alors expliquez-nous en quelques mots comment ça marche, c'est presque la réalité. Oui, tout à fait, oui. Donc, ce simulateur permet 3 choses. La formation initiale des pilotes d'hélicoptères dans la marine, la formation au vol aux instruments, ainsi que la formation pour le travail en équipage en fait dans les hélicos de la marine. Et on va les laisser terminer cette séance d'entraînement et direction tout de suite Saint-Étienne dans la Loire. La ville pendant plusieurs siècles a accueilli une manufacture d'armes. C'est de ces usines que sont notamment sortis les fameux FAMAS, le fusil d'assaut de la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Le site est actuellement en voie de rénovation. Reportage. Fleuron de l'industrie de l'armement durant de nombreuses décennies, la manufacture de Saint-Étienne, située en plein cœur de la ville, était en activité jusque dans le milieu des années 90. Avec la restructuration de Giat Industries, devenue Nexter, spécialiste de l'armement terrestre, le ministère de la Défense et les collectivités locales ont décidé de réhabiliter les 20 hectares du site, donnant naissance au pôle optique Rhône-Alpes, qui rassemble une université avec laboratoire de recherche et des entreprises privées du secteur. Le ministère de la Défense, mais plus particulièrement la délégation restructuration, a agi dans 2 directions pour la restructuration du site Carnot. Tout d'abord, dans le cadre du contrat de site, on a préparé l'accueil du pôle optique Rhône-Alpes. Ensuite, le fonds de restructuration de la Défense a investi 10 millions d'euros, d'une part dans le contrat de site sud-stéphanois, et d'autre part en aide directe aux entreprises pour créer de l'emploi. Cas concret de la synergie créée par le rapprochement géographique d'un établissement public et d'une entreprise privée, cet appareil laser à impulsion ultra brève développé conjointement par l'université et la société HEF. Un outil utilisé notamment pour la conception des moteurs de compétition. Il faut savoir que la machine que vous avez vue chez HEF a été pensée sur des tables équivalentes à celle-ci et avait une forme équivalente à celle-ci. Et peu à peu, nous avons voulu industrialiser nos procédés, nous avons voulu trouver une application à nos recherches et c'est par le biais d'un partenariat avec HEF que cela a pu se faire. Sans ce rapprochement, très objectivement, rien n'aurait été possible. Si la synergie prime, la diversité n'a pas non plus été oubliée, avec la création par exemple de la Cité du Design, mais aussi de lieux de vie destinés directement à la population locale. Donc il y a plusieurs effets liés à ce changement, non seulement un changement d'activité où on a mis donc l'université et la recherche, mais aussi où on a ouvert le site. Une page s'est tournée à la manufacture de Saint-Étienne. Les 100 millions d'euros d'investissement répartis entre l'État, le ministère de la Défense, les collectivités locales et les apports privés ont permis à la haute technologie de prendre le relais de l'armement. En ajoutant la dimension internationale et culturelle du lieu, cette réhabilitation a déjà permis la création de nombreux emplois. Et on se quitte avec cette image d'avenir, celle du NH90, l'hélicoptère du 21e siècle de la Marine nationale. Il vient tout juste d'être baptisé, il s'appelle Caïman, c'est son nom de guerre. Et c'est la fin de cette émission. Très bonne suite de programmes sur LCP, on se retrouve le mois prochain.